La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Et nous sommes vendredi, c'est le jour de la revue de presse et pour cela on retrouve, vous l'avez compris, Agathe Petit. Bonjour Agathe. Bien le bonjour Charles et bien le bonjour à vous chers auditeurs. On commence cette revue de presse en se dirigeant vers Châteaubriand. L'enfant juif sauvé par Conquereuil, c'est la une de l'Éclaireur aujourd'hui. Témoignage historique donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 enfants juifs se sont cachés à Conquereuil à l'insu des nazis. Conquereuil, une petite commune située entre Nozay et Guéméné-Penfao. Aujourd'hui, l'un d'entre eux veut que cette conduite soit reconnue par l'État d'Israël. 1942, Richard et André Schwartzten sont envoyés chez Euphrasie Lahu, une veuve de 62 ans. Richard y restera jusqu'en 1951. Schwartzten devient Sartène. Se retrouver dans la campagne française profonde et catholique quand on est un gamin parisien juif, c'est un changement de monde radical. Il n'y avait pas d'antisémitisme, mais il y avait de la xénophobie. On n'aimait pas les étrangers et c'est vrai dans tous les pays en situation de crise. Richard Sartène garde un souvenir ému de cette enfance paysanne, si loin pourtant de son milieu d'origine et surtout si loin de ses parents. Une enfance entre guerre et paix, et son livre dresse le portrait de personnages locaux. 70 ans après, le petit Parisien n'en a oublié aucun. Conquereuil a été très généreux pour moi, affirme Richard Sartène. Si généreux qu'il compte ouvrir un dossier pour que soit Euphrasie Lahu, soit la commune de Conquereuil soit reconnue comme juste parmi les nations par l'État d'Israël. Lundi prochain, le 10 novembre, Richard Sartène sera à Conquereuil pour y rencontrer les descendants d'Euphrasie. Une bien belle histoire donc dans l'Éclaireur de Châteaubriand. Une autre belle histoire, celle des fameuses galettes Saint-Michel. Vous êtes peut-être à l'heure du déjeuner. Bon appétit. Du petit déjeuner, assurez-moi, à cette heure-ci. Le déjeuner, c'est un peu tôt. En tout cas, ces alléchantes galettes Saint-Michel, il en est question dans le courrier du Pays de Ré, Agathe. Et on a beaucoup parlé de ces derniers jours de BN. La biscuiterie nantaise a été rachetée par Yildiz, une firme turque. Cette semaine, le courrier du Pays de Ré propose un dossier sur une autre biscuiterie locale extrêmement connue, la biscuiterie, tu l'as dit Charles, Saint-Michel, qui sera mise à l'honneur à l'occasion de Cousine Arbre, une série d'expositions consacrée aux sagas familiales du territoire. Patricia Bigot est l'une des 2 rédactrices de ce dossier spécial. La famille Grelier, elle a marqué l'histoire du Pays de Ré dans la mesure où Joseph-Marie Grelier s'est installé à Saint-Michel, chef. Il était pâtissier de métier. Il a inventé ce gâteau, cette petite galette. Il l'a créé en 1905 et en 1912, il a voulu passer à la vitesse supérieure en créant une biscuiterie. Sauf qu'il n'a pas vu vraiment les fruits de tout ça parce qu'il est décédé l'année où il a commencé à construire les locaux. Quand on parle de cette famille-là, c'est qu'en fait, derrière, il y a eu cette génération. Lui, il n'avait pas eu d'enfant, donc ce sont ses 2 neveux, Joseph et Félix, qui ont repris cette affaire, donc après la Première Guerre mondiale. Et ensuite, les générations se sont succédées dans cette biscuiterie jusqu'en 94, date de la vente. Donc forcément, il y a eu jusqu'à 250 salariés dans cette entreprise. Donc c'est une famille qui a vraiment marqué le territoire. Et cette Cousine Arbre a été aussi l'occasion de remonter un petit peu dans l'histoire de cette famille. Marie-Pierre Merlet, qui est donc présidente de la Filmothèque de Saint-Père-en-Ré, a fait un travail de recherche avec des historiens locaux pour voir un petit peu comment cette famille s'inscrivait dans la grande histoire du Pays de Ré. Et en fait, la famille Grelier a aussi été très présente, très impliquée dans la contre-révolution. Ça fait aussi 20 ans que l'entreprise, en tout cas, n'appartient plus à la famille Grelier. Et c'est quelque chose qui a été, alors à l'époque et peut-être maintenant, pour Monique, est-ce que c'est quelque chose qu'elle regarde avec un peu de nostalgie, de regret, le fait que la famille ne soit plus propriétaire des galettes Saint-Michel ? Oui, elle le dit, ça a été un crève-cœur pour toute la famille. Cette vente a été vraiment a marqué la famille. Quelles sont les traces concrètes aujourd'hui qu'on garde dans le Pays de Ré, de cette saga familiale, de cette histoire d'entreprise aussi? Les locaux tels qu'ils ont été créés au début du siècle, en 1912, sont toujours là. Ils sont toujours à Saint-Michel, dans le bourg. La boutique aussi, mais il y a aussi une usine plus moderne qui a été construite à Saint-Père-en-Ré. Il y a 2 entités dans le Pays de Ré. Il y a l'entité historique de Saint-Michel et celle, qui est en plein développement parce qu'il y a des projets de développement de la biscuiterie sur Saint-Père. Rien que le nom, je dirais même, quand on dit la galette Saint-Michel, on parle de Saint-Michel chef. Tout est dans le nom, j'allais dire. Donc les traces, elles sont encore là.
Lundi 10 novembre, à partir de 14h, donc l'histoire de la famille Grelier sera présentée à la Filmothèque généalogique de Saint-Père-en-Retz. Et puis du 21 au 29 novembre prochain, la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef accueillera cette exposition qui sera inaugurée en présence d'anciens salariés de l'usine. Ces deux événements sont ouverts à tous. Mais pourquoi Chef-Chef ? Pourquoi Saint-Michel-Chef-Chef ? Ah oui, c'est la question qu'on se pose tous quand on va là-bas. Il y a des cartes postales qui expliquent bien l'historique. Une expo qui doit beaucoup, en tout cas, Agathe, tu l'as évoqué, à Monique Grelier. C'est la fille de Félix Grelier, ultime propriétaire de la biscuiterie à 70 ans. Cette dernière a accepté de se replonger dans son histoire pour enrichir donc l'exposition. Allez, on enchaîne. Le premier numéro est sorti début octobre. Le magazine Bigre nous apprend que les femmes sont plutôt touchées par ce qu'on appelle le burn-out. Hier, la ville de Nantes ouvrait son plan en faveur de l'égalité femmes-hommes, l'occasion de revenir sur un phénomène qui impacte particulièrement donc la gente féminine. Le burn-out, une pathologie nouvelle, pas encore considérée comme maladie mentale, ainsi que l'indique Abdelhalim Boudouka, maître de conférence en psychologie à l'université de Nantes, interrogé pour l'occasion par Gabriel Gervier. Détail important, la victime si on peut dire, du burn-out est un professionnel qui accorde beaucoup d'importance à son travail. Pourquoi les femmes sont-elles les plus touchées ? Ce n'est pas parce qu'elles sont plus fragiles psychologiquement, bien évidemment, mais parce qu'elles occupent les postes dits à risque, ceux en lien avec les usagers, standardistes, secrétaires, etc., ou avec une forte pression hiérarchique. On apprend également qu'un rapport édité par le ministère du Travail en 2008 suggère aux entreprises de créer un pôle de réflexion dédié aux risques psychosociaux. Malheureusement, ces groupes n'ont aucun pouvoir décisionnel et il faut bien le dire, la situation économique est défavorable. C'est ce que commente l'expert. Les symptômes du burn-out et comment le prévenir. Les réponses à ces questions sont dans Bigre, disponibles gratuitement là où se rendent les familles, c'est-à-dire les établissements sportifs, associatifs, la CAF et les parkings NGE, mais aussi sur internet www.bigre-magazine.fr. Ce qui est formidable, c'est que c'est un expert masculin qui parle du burn-out féminin. Oui. Forcément. La musique adoucit les mœurs, Agathe. Direction la Vendée, une bourse sonore est organisée à La Roche-sur-Yon à la fin de ce mois. C'est la radio associative Graffiti qui s'en est fait l'écho cette semaine et pour cause, c'est eux qui organisent cet événement qui avait disparu du paysage depuis quelques années. Les précisions de Lionel Bernard, le directeur de Graffiti. Ce qui nous distingue d'une bourse au disque classique, c'est qu'on pourrait y retrouver des instruments de musique, du matériel hi-fi, en plus des traditionnels disques et vinyles. Il n'y avait plus de bourse sonore, de bourse musicale sur La Roche-sur-Yon. Il nous semblait normal que ce soit Graffiti qui reprenne le flambeau. Et au vu des demandes d'information de nos uniteurs, il y a une vraie attente sur La Roche-sur-Yon pour une bourse sonore. Les articles qu'on pourra retrouver lors de cette bourse sonore sont principalement d'occasion et proviennent des stocks qu'ont pu se constituer chaque exposant. Ce sont des professionnels et des particuliers. Ils sont à peu près une vingtaine pour l'instant à être inscrits. Enfin, pour l'instant non, parce qu'on est complet. Le prix d'entrée est libre et en fait ça vise à soutenir l'association tout simplement. Les gens pourront donner ce qu'ils veulent à l'entrée mais pourront également rentrer gratuitement s'ils le souhaitent. Rendez-vous donc le samedi 29 novembre, salle du Bourg-sur-la-Roche, à La Roche-sur-Yon, de 9h à 19h. Un petit tour maintenant dans le vignoble avant de se quitter, Agathe. Avec plaisir, Charles. Le vignoble où il ne vaut mieux pas se balader les poches vides, ces bourgs sans cash. C'est la une de l'hebdo de Sèvres-et-Maine cette semaine. 17 communes du territoire sont équipées d'un distributeur de billets, mais 19 font sans. Un manque de proximité qui pénalise la population et le petit commerce local. Saint-Fiacre, Monnières, Médon-sur-Sèvre, Mousillon. Mais l'un des cas les plus frappants, j'allais dire, c'est le Palais. 3100 habitants et aucun distributeur. La mairie ne trouve pas d'accord avec une banque. En moyenne, si l'on habite dans l'une de ces communes, il faut faire 5 km pour s'approvisionner en liquide. Alors quelle en est la raison ? Car évidemment, la demande n'est pas nouvelle. Déjà, des habitants ont interpellé les élus. Eh bien, tout est regardé. L'endroit, le flux de passage, la fréquentation, les perspectives démographiques, les équipements dans les communes environnantes et la sécurisation du guichet. Alors, compte tenu de ces éléments, bien sûr, difficile pour les petites communes d'espérer un éventuel équipement. Seule solution, c'est le cas par exemple à Château-Thébault, les points relais possibles grâce à des partenariats avec les banques, notamment le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole. C'est quand on peut retirer du liquide par exemple dans sa boulangerie. Notons tout de même que les élus cherchent à faire venir les banques, mais ces dernières ont des critères très
très précis. Exemple avec la Société Générale qui est arrivée à Clisson il y a 2 ans. Le distributeur sera amorti pour la commune dans 25 ans car c'est elle qui a dû prendre en charge les travaux d'installation de ce distributeur. Mais d'ici là, avant les 25 ans, la banque peut décider à tout moment de se retirer si le seuil des 2500 passages par mois, c'est-à-dire 83 passages par jour, n'est pas atteint. Et oui, sinon ce n'est pas rentable. Ah oui, alors dépêchez-vous d'aller dans les distributeurs, retirer toutes vos économies. C'est Eric Cantona qui, si vous en avez. Qui disait si vous en avez encore, effectivement. Oui. Merci Agathe pour cette revue de presse très détaillée. Bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, même heure, même endroit pour la même revue de presse. Pour vous, rendez-vous dans vos kiosques, évidemment, ou sur les ondes de la radio pour réécouter, revoir, relire, réentendre tout cela. Agathe, rendez-vous aussi lundi pour l'invité Sun Politique. Bien sûr, lundi matin avec Marie-Cécile Gessan. Donc c'est le maire ou la maire, voilà, au choix. Madame le maire. Madame le maire de Sautron, pardon. Voilà, Madame le maire de Sautron qui sera présente dans nos locaux lundi matin à 7h40 pour l'invité Sun Politique présenté par Agathe Petit. Merci Agathe. Merci.